Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité pour discuter des avancées et des limites d'une famille thérapeutique GLP-1. Bien sûr, il n'y a pas un article récent, on ne parle pas d'obésité, grand sujet, mais aussi de cette fameuse famille médicamenteuse. Est-ce que c'est la pilule miracle? Est-ce que c'est un gros problème thérapeutique? Nous le saurons. Alors, nous devions être trois aujourd'hui. Malheureusement, le docteur Amélie Bonnefond, directeur de recherche à l'INSERM, est souffrante et ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. Néanmoins, j'ai le plaisir d'accueillir ici Marc Gosselin, journaliste médico-scientifique et surtout responsable d'un blog, Le diabète dans tous ses états. Il nous parlera de la découverte et l'histoire peut-être de cette famille thérapeutique, des découvertes et de ses avancées, donc des GLP-1. Nous accueillerons ensuite le professeur Dominique Deplanque, professeur de pharmacologie à l'Université de Lille, qui va nous parler des analogues des GLP-1 dans l'obésité, mais je pense aussi peut-être au-delà. Tout d'abord, pour commencer, donc Marc Gosselin. Alors, on aime bien un peu l'histoire, connaître une science, on aime bien en connaître son histoire. Voilà, donc un peu, parlez-nous de cette découverte, comment nous y sommes arrivés, les avancées, peut-être déjà un peu les limites. Merci. Merci Patrick. En fait, tout commence en 1902, il y a donc plus de 120 ans, lorsque deux physiologistes londoniens, Starling et Bayliss, conduisent des expériences sur des chiens anesthésiés. Ils montrent qu'en introduisant de l'acide dans de l'intestin dont on a pris la peine d'enlever les nerfs, il est donc d'énerver cet intestin, de voir que le pancréas se met à sécréter des sucs pancréatiques, certaines substances. Il s'agit donc pour ces deux physiologistes non pas d'un réflexe nerveux, puisque l'intestin a été dénervé, mais bien de la conséquence très probable d'un signal chimique. Et cette expérience cruciale les a conduits à formuler une hypothèse, laquelle c'est que la sécrétion du pancréas n'est pas forcément normalement stimulée par des nerfs, mais par une substance chimique libérée par l'intestin sous l'effet de l'acide, qui mime donc l'acidité de l'estomac, des aliments qui lui parviennent, et donc cette substance est transportée au pancréas via la circulation sanguine. Cette découverte est annoncée le 16 janvier 1902, et de fait, cette substance qu'ils ont dénommée, qu'ils ont baptisée syncrétine, marque finalement la naissance de l'endocrinologie. Mais cette découverte a une portée plus générale finalement, à savoir qu'un tissu peut sécréter une substance qui agit à distance, donc loin de son lieu de production, par voie sanguine sur un autre organe. Quelques temps plus tard, Starling, le même physiologiste britannique, crée le mot hormone à partir d'un terme de grec ancien qui signifie j'excite, et il lui accole le suffixe on qui est très souvent utilisé en chimie. En fait, ce terme lui a été suggéré par un autre collègue, le biologiste britannique Hardy. Vous avez le facsimilé d'une conférence qu'a donnée Starling où il utilise pour la première fois le mot hormone. L'année suivante, c'est un biochimiste de l'université de Liverpool, Benjamin Moore, qui a l'idée, justement, d'utiliser un extrait de muqueuse intestinale de porc pour l'injecter par la bouche, après avoir stimulé cet intestin de porc par de l'acide, a donc l'idée de l'injecter à 3 patients diabétiques, et il observe que chez 2 d'entre eux, on observe une amélioration transitoire des taux de glucose dans le sang, et il attribue évidemment cet effet à sa préparation. On arrive à 1929 où un pharmacologue de l'université de Vienne, Hans Heller, fait la même expérience, mais cette fois chez le lapin, et il constate lui aussi, après administration par voie sous-cutanée ou par la bouche à ces animaux, qu'un extrait de muqueuse de l'intestin grêle peut diminuer la glycémie. Il attribue initialement cette observation à la syncrétine, mais comme chaque chercheur veut imprimer sa marque, il préfère finalement l'appeler duodénine, pour expliquer que cette substance a été fabriquée par le duodénum, à savoir la portion la plus initiale de l'intestin grêle. Il parle tout de même d'une hormone insulinotrope, c'est-à-dire d'une hormone qui est capable de stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas. Insuline
qui avait été découverte 8 ans plus tôt, en 1921. En 1931, cette fois, c'est un pharmacologue de l'Université libre de Bruxelles qui va rentrer dans l'histoire pour avoir créé un mot que vous allez très souvent entendre dans ma présentation. Il crée le terme incrétine. Incrétine pour désigner une substance capable de stimuler la sécrétion du pancréas endocrine, à savoir cette partie du pancréas qui est justement responsable de la sécrétion des hormones. Alors avec son collègue Zuntz, il va mener des expériences à la fois chez des chiens normaux et chez des chiens dont il a enlevé le pancréas, chez des chiens pancréatectomisés. Et en mélangeant les circulations sanguines des deux animaux, il va se rendre compte qu'un extrait d'intestin grêle donné à un animal provoque une hypoglycémie chez l'autre animal. Et donc, ça montre quoi? Ça montre que l'intestin grêle sécrète en effet une substance qui provoque la baisse de la glycémie, mais via la circulation sanguine. Et comme il a travaillé à la fois chez des chiens normaux et des chiens dépourvus de pancréas, il prouve par la même occasion que cet effet est transmis par le pancréas. Donc du coup, Jean Labarre à Bruxelles et Hans Seller à Vienne pressentent qu'une substance produite par l'intestin est capable de stimuler la sécrétion d'insuline par le pancréas. Mais voilà, les choses en recherche peuvent quelquefois connaître des ratés. Et c'est ce qui se passe finalement lorsqu'en 1939 et 1940, 3 physiologistes, sous la houlette d'un physiologiste très connu, Andrew Ivy, à la Northwestern University de Chicago, montrent qu'ils sont, eux, absolument incapables, en travaillant avec des chiens à jeun, de montrer que l'on peut stimuler la sécrétion par le duodénum, par cette portion initiale de l'intestin grêle, via une stimulation acide. On est incapable de faire diminuer les taux élevés de glucose dans le sang. Mais ce que ne savaient pas ces physiologistes, c'est que cette substance ne fonctionne qu'en présence d'une glycémie élevée, pas chez des animaux à jeun. Et c'est justement parce qu'on est en début de Seconde Guerre mondiale et parce que ces résultats ont été finalement décevants, non conclusifs, qu'on va assister à une pause pendant 25 ans de ces recherches. Il faut dire que pendant la guerre, on avait autre chose à faire que de lister les problèmes des incrétines sur l'agenda prioritaire des recherches. Mais tout change en 1960 lorsque Rosaline Yalow et Solomon Berndtson découvrent une technique qui va révolutionner l'endocrinologie fondamentale et clinique, à savoir les dosages radio-immunologiques. Radio parce que faisant appel à des substances faiblement radioactives, immunologiques parce que reposant également sur l'utilisation d'anticorps. Et là, on a la possibilité enfin de doser très finement certains composants contenus dans le sang, dont l'insuline. Et comme je venais de vous le dire, ça va donner un nouvel élan aux recherches sur ces peptides intestinaux. Mais reste à savoir quelles sont les molécules qui sous-tendent cette action de stimulation de l'insuline par le pancréas. En 1964, 2 chercheurs, l'un à Londres et l'autre à Denver dans le Colorado, vont faire une expérience absolument déterminante. Regardez sur la slide la grosse flèche rouge vers le bas. Ils vont injecter par voie intra-intestinale du glucose et s'apercevoir que l'on a un pic, c'est ce que l'on voit sur la courbe supérieure en noir, un pic beaucoup plus élevé de sécrétion d'insuline, des taux plasmatiques dans le sang d'insuline, beaucoup plus important que si l'on injecte la même quantité de glucose par voie intraveineuse. Et donc ça accrédite l'idée selon laquelle le glucose est beaucoup mieux absorbé par voie orale et provoque une sécrétion d'insuline beaucoup plus importante que lorsque l'on l'administre par voie intraveineuse. Ça prouve une chose, c'est que l'effet incrétine, donc incrétine, substance hormonale intestinale stimulant la sécrétion par d'insuline par le pancréas, cet effet incrétine, il existe bel et bien. On a donc une transmission de l'information de l'intestin vers le pancréas. Grâce au dosage immunologique, 2 autres chercheurs à Saint-Louis dans le Missouri vont définitivement confirmer que ce concept est véridique. Et on arrive en 1969. Et là, John Brown, qui est d'origine canadienne, va isoler et séquencer à partir de la muqueuse intestinale de porc un peptide, donc une petite protéine, qu'il va dénommer le GIP. Cela parce qu'il a la capacité à inhiber la sécrétion gastrique acide, autrement dit, chez le chien. Autrement dit,
quand on administre à des doses assez élevées, à des doses pharmacologiques, ce GIP, on inhibe de la part de l'estomac la production acide. En travaillant avec son collègue John Dupré, il va s'apercevoir que ce même GIP fait beaucoup mieux. Il stimule la sécrétion d'insuline provoquée par une hyperglycémie et à des doses bien moindres, à des doses physiologiques. Et sans changer l'acronyme GIP, GIP voulant dire polypeptide inhibiteur gastrique, première version. La deuxième version, mais tout en restant sur le même acronyme, aura une toute autre signification. Ce GIP devient le polypeptide, autrement dit une protéine, insulinotrope, favorisant la sécrétion d'insuline, glucose dépendant, donc dépendant du glucose. La même année, un très célèbre physiologiste américain, Roger Unger, de même qu'un Allemand, Werner Creutzfeldt, pour la petite histoire, c'est le fils de celui qui a découvert la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Donc Unger et Creutzfeldt, l'un aux États-Unis, l'autre à Göttingen en Allemagne, vont définir un axe entéro-insulaire, ce qui veut dire un axe entre l'intestin et les îlots pancréatiques du pancréas. Je vous rappelle que les îlots pancréatiques, ce sont ces petits amas de cellules qui fabriquent à l'intérieur du pancréas certaines hormones qui interviennent dans le métabolisme du glucose. Alors d'accord, le GIP est bien une hormone incrétine, d'accord. C'est une hormone qui stimule donc la sécrétion d'insuline par le pancréas. Sauf que les choses se compliquent. En 1980, on fait des expériences chez des patients qui ont pour toute autre raison perdu tout ou partie de leur intestin du fait d'une chirurgie, puis on s'aperçoit que l'effet incrétine, il ne dépend pas de la partie la plus supérieure de l'intestin, mais bien du fait que l'intestin distal, la dernière portion de l'intestin, est conservée. Donc on commence à se dire, oui, ben, l'hormone, elle n'est peut-être pas fabriquée dans tout l'intestin. Mais surtout, en 1983, le même Werner Creutzfeldt à Göttingen montre que lorsqu'on utilise des anticorps dirigés contre le GIP, donc des anticorps qui vont abolir l'action du GIP, qui vont la mettre à zéro, cette action, eh bien on montre qu'il est de toute façon impossible de totalement supprimer l'effet incrétine. Et là, les chercheurs se disent, et s'il y avait une autre hormone incrétine ? Et donc finalement, le GIP ne sous-tend pas l'intégralité de l'effet incrétine. Et pour couronner le tout, on s'aperçoit à la même époque que le GIP augmente bien la sécrétion d'insuline par le pancréas chez les individus sains, normaux, mais qu'il est totalement inefficace pour en faire autant chez les patients diabétiques de type 2. Ce que l'on appelle à l'époque les diabétiques non insulinodépendants. Les recherches avancent. On se retrouve en 1982 à Boston, au Massachusetts General Hospital, où un endocrinologue, Joel Abner, veut absolument comprendre comment se produit dans le pancréas la synthèse d'une autre hormone, le glucagon. L'insuline, je vous le rappelle, diminue les taux de glycémie, et le glucagon fait complètement l'inverse, c'est une hormone hyperglycémiante. Donc le métabolisme glucidique repose essentiellement sur deux piliers, deux hormones, que sont l'insuline, qui est hypoglycémiante, et le glucagon, qui est hyperglycémiant. Et ils se rendent compte que le glucagon, il dérive d'une autre hormone, d'une autre protéine, qu'on appelle le proglucagon, une protéine beaucoup plus grosse. Et pour cela, ils vont utiliser quelque chose qui n'est pas habituel, puisque normalement on aurait pu penser qu'ils allaient s'intéresser au pancréas de mammifères, à défaut de s'intéresser au pancréas humain. Ils vont s'intéresser à un organe d'un poisson. Pourquoi le poisson ? Tout simplement parce que contrairement aux mammifères, où les îlots de Langerhans, c'est-à-dire ces amas de cellules qui fabriquent à la fois l'insuline et le glucagon, sont répartis à l'intérieur même de la glande, et bien chez ce poisson, en l'occurrence la baudroie, qui sont allés pêcher au large de Boston, ils se rendent compte que ces îlots, ils résident dans un organe à part, isolé. Et donc ça va faciliter leur recherche dans la mesure où ils n'auront à piocher que dans une source qui est déjà enrichie en cellules productrices de glucagon. Et finalement, en 1982, ces chercheurs de Boston réalisent que le glucagon provient effectivement du découpage, du clivage d'une plus grosse hormone, donc le proglucagon. Vous le voyez sur le schéma en bas, où vous avez le proglucagon qui est finalement découpé par des enzymes, et un morceau de ce proglucagon s'appelle le glucagon. Alors, 1983, donc l'année suivante, des chercheurs en Californie de la firme Chiron isolent la séquence génétique du codant pour le proglucagon
C'est Bell qui rapporte cette étude. Et on se rend compte finalement que le proglucagon ne fait pas que uniquement donner naissance au glucagon. Il donne naissance aussi à 2 peptides, à 2 petites protéines que l'on va baptiser GLP1 et GLP2. Et là intervient une chercheuse qui est née à Skopje, en Macédoine, ex-Yougoslavie. Elle a déjà beaucoup travaillé sur la synthèse chimique, c'est une chimiste, tellement bien qu'elle a travaillé dans le laboratoire de quelqu'un qui obtiendra le prix de chimie, Nobel de chimie en 1984. Et elle arrive où pour travailler? Elle arrive exactement dans le même hôpital, dans le même établissement, le Massachusetts General Hospital de Boston, où travaille Joël Abner. Mais ils vont travailler de façon indépendante. Chimiste, elle va faire des expériences de biochimie, et l'endocrinologue va se livrer à des expériences de biologie moléculaire. Et là, Mojzov, c'est son nom, Svetlana Mojzov, va se rendre compte de quelque chose d'absolument incroyable. La séquence en acides aminés de cette protéine que constitue le GLP1, les acides aminés étant les petites briques élémentaires qui composent les protéines, en alignant la séquence en acides aminés du GLP1 et du glucagon, dont je viens de vous parler, on se rend compte qu'à partir de l'acide aminé en position 7, on a une assez bonne conservation des acides aminés entre le GLP et le glucagon. Tout ce qui est en vert est commun aux 2 protéines, aux 2 peptides. Et là, elle se dit, et si finalement la forme active, la forme biologiquement importante du GLP1 se situait entre les acides aminés 7 et 37, et on se fiche un peu de ce qu'il y a avant, de 1 à 6. Et finalement, elle a l'intuition qu'il doit avoir dans le corps une enzyme qui est capable de cliver, de scinder ce GLP1 1,37 en 2 morceaux, 1,6 et 7,37. Et son intuition est aussi soutenue par le fait qu'on a en position 6 la lettre rouge R qui signifie arginine, c'est le nom de l'acide aminé, H en vert, histidine. Elle se dit qu'il doit avoir un enzyme qui doit être capable de faire le job de couper cette molécule entre 6 et 7. Et finalement, Mojzov émet l'hypothèse donc que les acides aminés 7 à 37 pourraient finalement correspondre à la forme active de l'incrétine GLP1 tant recherchée. Elle va découper chimiquement cette molécule, en faire des tout petits morceaux, des régions donc distinctes, uniques du GLP1, qu'elle va administrer à des lapins. Pourquoi à des lapins? Parce qu'eux, en réponse, vont fabriquer des anticorps, et ces anticorps vont être utilisés par un chercheur postdoctorant, Daniel Drucker, d'origine canadienne, mais qui travaille à Boston, et en s'en servant comme de sonde, ces anticorps vont permettre de définitivement prouver que du GLP1 7,37 est bien présent dans l'intestin du rat. Vous avez le facsimilé du carnet de notes de Svetlana Mojzov qui a indiqué à un moment donné, à la main, une flèche pour indiquer le site de clivage potentiel entre les acides aminés, donc 6 et 7. On a finalement 2 formes biologiquement actives du GLP1, parce que les choses sont encore plus compliquées qu'elles ne paraissent. On a bien le 7,37, dont je viens de vous parler, mais on a aussi le 7,36, donc sans l'acide aminé 37, mais avec un groupement chimique qu'on appelle amide. Donc on a du 7,37 et du 7,36 amide qui se baladent d'ailleurs en quantité égale dans le sang et qui représentent réellement la forme active de ce fameux GLP1. Daniel Drucker va se livrer encore une fois à une expérience absolument fondamentale. Il va transfecter, c'est-à-dire qu'il va introduire dans différents types de cellules la séquence génétique qui code pour le proglucagon. Et il va s'apercevoir que dans les cellules pancréatiques, ces cellules se mettent à fabriquer du 7,37, que ce 7,37 entraîne une cascade biochimique à l'intérieur des cellules, preuve que c'est vraiment une forme active, mais rien ne se passe lorsque on introduit une séquence génétique censée coder pour du 1,37. Donc c'est bien ce 7,37 et donc pas l'intégralité de la molécule GLP1 qui est bien la forme active. Et là encore, ces expériences ne marchent que lorsque les cellules cultivées en laboratoire sont mises dans des conditions mimant une hypoglycémie, à savoir donc dans un milieu très riche en glucose. L'expérience est renouvelée non plus sur des cellules pancréatiques isolées, mais sur du pancréas
entier est perfusé du rat et on voit en effet que le GLP-1 737 est un stimulateur très puissant de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Et pendant ce temps-là, eh bien, la recherche elle avance, mais de l'autre côté, à Copenhague, au Danemark, Jan Holst, un chercheur de l'université de Copenhague, fait à peu près les mêmes expériences. Il injecte du 737 naturel dans l'intestin grêle du porc, il construit chimiquement du 736, l'autre forme bioactive du GLP-1, et il voit que dans les deux cas, ces peptides, ces petites hormones, sont capables de stimuler la sécrétion d'insuline dans le pancréas de porc. Qui plus est, il montre que le proglucagon, vous vous souvenez, la protéine précurseur du glucagon, est clivé et découpé dans l'intestin, mais pas dans le pancréas, pour générer deux GLP, le GLP-1 et le GLP-2 dont je vous ai déjà parlé. On résume tout. On a le proglucagon, protéine précurseur, qui va donner dans le pancréas et seulement dans le pancréas du glucagon, et qui donnera dans l'estomac, dans l'intestin et dans le cerveau accessoirement, du GLP-1 et du GLP-2, mais pas de glucagon. Autrement dit, on a un découpage sur mesure de la grosse protéine précurseur proglucagon dans le pancréas, dans l'intestin et dans le cerveau. Où se fabrique dans le corps humain le GLP-1 et le GLP-2. Le GLP-1 est principalement sécrété dans les cellules à la partie terminale de l'intestin grêle, ce qu'on appelle l'iléon, et dans le gros intestin, le côlon, par des cellules qu'on appelle des cellules L, et le GLP-2 est au contraire fabriqué dans des cellules qu'on appelle des cellules K et qui sont fabriquées à la partie supérieure de l'intestin grêle. En 1986, on va s'apercevoir de quelque chose de fondamental, cet effet incrétine, c'est-à-dire le fait que des hormones intestinales font sécréter au pancréas de l'insuline, cet effet est nettement moindre, c'est ce que vous avez sur la slide à droite, est nettement moindre chez les diabétiques de type 2. On voit que la courbe, après une charge en glucose, en bleu, la courbe noire est nettement plus plate que ne l'est la courbe où on voit une montée extrêmement importante de l'insuline, voire un pic. Et donc, dans le diabète de type 2, on constate donc qu'il y a un dysfonctionnement, un défaut de transmission de l'information entre l'intestin et la cellule bêta-pancréatique qui, elle, est chargée de fabriquer l'insuline. Et donc, ce défaut d'activité de l'effet incrétine est donc responsable finalement de l'hyperglycémie chronique chez le diabétique de type 2. 1987, il est peut-être temps maintenant de commencer les études chez l'homme, chez le volontaire sain. En 1987, donc, Stephen Bloom, à Londres, va perfuser du GLP-1 736, constater une augmentation d'insuline dans le sang de ces volontaires sains, ce qui réduit la glycémie chez des patients qui reçoivent une charge en glucose, mais pas, encore une fois, chez des patients à jeun. Bon, maintenant qu'on a vu que ça faisait quelque chose de très intéressant, ce GLP-1 chez l'homme, il serait peut-être temps de passer aux patients diabétiques. Et cela est fait en 1992-1993 dans 3 centres, l'un à Boston, évidemment, sous la conduite de Moshe Abner et surtout du diabétologue David Nathan du Massachusetts General Hospital, au Karolinska Institute de Stockholm et à Göttingen en Allemagne. Et que montrent ces résultats globalement ? Il s'avère finalement déterminant dans la mesure où il devient possible d'envisager de traiter le diabète de type 2 en exploitant donc cet effet incrétine, cet effet insulinotrope du GLP-1, hormone intestinale qui stimule l'insuline par le pancréas. Autrement dit, le développement clinique du GLP-1 peut enfin commencer. On tient un candidat médicament. Sauf que, la molécule du GLP-1 est extrêmement fragile, aussitôt produite, aussitôt détruite dans l'organisme. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il existe un enzyme qui se trouve dans la paroi interne des vaisseaux sanguins qui sont tout proches du lieu de production de ce fameux GLP-1. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, ce GLP-1 disparaît trop vite. Et de fait, la demi-vie du GLP-1 est extrêmement brève, de 1 à 2 minutes, à cause de la dégradation par une enzyme naturelle qu'on appelle la DPP4.
que vont faire les industriels de la pharmacie? Que vont faire les firmes pharmaceutiques? Elles vont s'échiner à fabriquer, à développer des inhibiteurs de la DPP4. Autrement dit, elles imaginent un comprimé où il y aurait la moitié de GLP-1 et l'autre d'un inhibiteur de DPP4 pour éviter que le GLP-1 soit dégradé trop vite. On appelle ces inhibiteurs de la DPP4 des glyptines. La première glyptine est homologuée aux États-Unis par la Food and Drug Administration en 2006 et commercialisée pour la première fois en France en 2008. Ouais, mais c'est bien les inhibiteurs de la DPP4, mais quand même, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait faire de mieux, se disaient les chercheurs. Et si on modifiait chimiquement la molécule de GLP-1 elle-même, de telle façon à la rendre elle-même résistante à la DPP4. Et c'est dans ce contexte que John Hank, qui est un endocrinologue du Bronx à New York, va isoler chez un lézard venimeux que l'on appelle le monstre de Gila, dans sa salive, pas dans son venin, une substance qui est naturellement résistante à la DPP4 et qui plus est dont la demi-vie est de plusieurs heures. Ce chimiste pharmacologue va construire une réplique synthétique par voie chimique de cette protéine qu'il va appeler l'exénatide, et l'exénatide va devenir un médicament. Il va devenir un médicament, et d'autant plus qu'il agit comme le GLP-1, sur le même récepteur où agit le GLP-1 sur les cellules. Il va mimer l'action du GLP-1, et on appelle ça un agoniste du récepteur du GLP-1. Et ce médicament, l'exénatide, sera approuvé aux États-Unis en 2005, par l'Agence européenne du médicament en 2006 et commercialisé en France en 2007. Et c'est là où la firme Novo Nordisk se dit, par l'intermédiaire d'une pharmacologue qui s'appelle Lotte Knudsen, ouais, mais ça c'est bien joli, mais moi je voudrais quand même obtenir une version beaucoup plus stable du GLP-1, du fameux 737. Chimiste, elle se dit, je vais modifier la structure chimique de ce médicament, de ce candidat médicament, le GLP-1, pour en faire quelque chose avec une demi-vie largement supérieure à ce que l'on a déjà obtenu. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle change certains acides aminés, elle va greffer à la molécule de GLP-1 un acide gras par l'intermédiaire d'une petite pièce intermédiaire, ce qu'on appelle en anglais un linker. Elle va donc obtenir un second agoniste synthétique du GLP-1 humain. Et finalement, cette molécule elle va se lier à l'albumine, ce qui a pour effet de ralentir le fait qu'elle se retrouve trop rapidement dans les urines, et elle prolonge sa demi-vie. Mais elle prolonge sa demi-vie jusqu'à 13 heures. Autrement dit, il est possible d'utiliser ce produit, qu'on appellera le liraglutide, par voie sous-cutanée, une fois par jour. Donc c'est déjà quelque chose d'incroyablement plus puissant que ce qu'on avait obtenu avec le fameux monstre de Gila. Et elle s'aperçoit surtout que l'injection quotidienne de ce produit entraîne une perte de poids, alors qu'on est sur un médicament antidiabétique. Chez plus de 54% des patients, lorsqu'elle l'administre à des personnes en situation d'obésité, elle voit que cela entraîne une perte de poids moyenne d'environ 5 kg. Après le liraglutide vient le semaglutide, toujours développé par Novo Nordisk. Et là, on n'a plus un agoniste stable, on a un agoniste ultra stable. On arrive à une demi-vie de 7 jours. Autrement dit, on passe d'une administration une fois par jour à une administration sous-cutanée hebdomadaire. Là encore, en introduisant des modifications chimiques qui étaient absentes du premier produit, le liraglutide. Et là, c'est la surprise. En quoi ? Quand on donne ce sémaglutide à des diabétiques, on s'aperçoit que 40% d'entre eux ont perdu 10% de leur poids corporel. Quand on le donne à des personnes en situation d'obésité, on voit qu'en moyenne, ils ont perdu 12% de leur poids corporel initial par rapport à ceux qui ont reçu un placebo. Qui plus est, chez les patients diabétiques, le sémaglutide a significativement réduit la survenue de complications cardiovasculaires de 26% par rapport au placebo. En plus, quand on s'adresse à des gens en surpoids qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, on s'aperçoit que ce produit réduit encore l'incidence de nouveaux événements cardiovasculaires, alors que ces gens en surpoids ne sont pas diabétiques. Idem chez des gens
qui sont en situation d'obésité, mais pour autant non diabétiques. Suivent d'autres molécules et on arrive finalement au tirzépatide. Cette fois, c'est la firme Eli Lilly aux États-Unis qui le conçoit. Vous voyez les deux chercheurs sur cette slide. Et le tirzépatide, c'est un double agoniste. Que faut-il comprendre? Il agit de façon combinée à la fois sur le récepteur du GLP-1 et le récepteur du GIP. Vous vous souvenez, le GIP, la première hormone incrétine? Eh bien, c'est parce que ce produit tape sur deux cibles différentes, donc un même médicament agit sur les récepteurs des deux incrétines, que là encore, on obtient des effets pondéraux très intéressants. Donc, sur cette slide qui vous résume l'histoire, finalement, on arrive au fait que 12 ans après la commercialisation d'une molécule qui était issue du lézard venimeux, on obtient le sémaglutide et 17 ans après, on obtiendra donc l'homologation de tirzépatide, le double agoniste des récepteurs du GIP et du GLP-1. Donc sur cette slide, vous voyez que finalement, l'idée de traiter le diabète par des hormones intestinales, les fameuses incrétines, a été proposée en 1902 et que cela débouchera finalement dans la pratique clinique sur une utilisation d'abord dans le diabète et ensuite dans l'obésité. Donc c'est un très bel exemple de recherche translationnelle, c'est-à-dire de recherches qui sont au début fondamentales, en l'occurrence de physiologie, de biochimie, d'endocrinologie, de pharmacologie, pour déboucher finalement, en ayant déjà montré l'effet incrétine, son altération dans le diabète de type 2, au développement de médicaments qui se sont révélés finalement très innovants, qui ont changé le paradigme de traitement du diabète et, qui plus est, de l'obésité. Évidemment, ces chercheurs ont été honorés par plusieurs prix scientifiques, dont le prix Gerner, qui est le plus prestigieux des prix canadiens en biomédecine, Holtz, le chercheur de Copenhague, Abner, le chercheur de Boston, Daniel Ducker, qui a fait ses expériences chez Abner, mais qui vient de Toronto, du Canada. Et l'année dernière, le prix Lasker de recherche clinique, qu'on a l'habitude de dénommer l'antichambre du prix Nobel, a décerné encore à Joan Abner, mais évidemment à Knudsen de chez Novo Nordisk, qui avait donc développé une version stable et active du GLP-1, ainsi qu'à Svetlana Mojzov, qui a travaillé avec Abner, mais de façon complètement indépendante. Donc ces trois chercheurs ont obtenu le prix Lasker. Il faut dire que le GLP-1 a énormément de cibles tissulaires. Beaucoup de cellules dans l'organisme ont des récepteurs sur lesquels le GLP-1 agit ou pourrait agir. Il s'agit du cœur, du rein, des vaisseaux sanguins, du cerveau, du foie, de l'intestin, bien évidemment, de l'estomac. Et il y a plusieurs domaines d'investigation qui sont actuellement étudiés dans le cadre d'essais cliniques qui sont déjà à un stade assez avancé, à la fois dans l'insuffisance cardiaque, à la fois dans la maladie artérielle d'origine diabétique, à la fois dans la néphropathie diabétique, c'est-à-dire l'atteinte rénale due au diabète, dans la NASH, c'est-à-dire la stéatose hépatite, ce que l'on résume de façon imagée en disant la maladie du foie gras, mais également dans des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. Le futur, c'est de développer non pas des agonistes, non pas des doubles agonistes, mais peut-être même des multi-agonistes, des pluriagonistes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? À savoir qu'une même molécule médicamenteuse pourrait agir non pas sur 2, mais sur 3 récepteurs. Et on a développé donc des agonistes, des doubles agonistes et des triples agonistes du GLP-1. Vous voyez sur cette slide qu'on peut imaginer fabriquer des doubles agonistes glucagon GLP-1, GLP-1 et GIP, et en bas, des molécules qui agissent à la fois sur le récepteur du glucagon, à la fois sur le récepteur du GLP-1 et sur le récepteur du GIP. Le pipeline, c'est-à-dire tout ce que l'on peut imaginer comme futurs médicaments anti-obésité dans l'avenir, finalement, ont pour squelette, pour charpente, si vous préférez, un agoniste GLP-1, donc une molécule qui mime l'action du GLP-1, mais on peut y ajouter d'autres peptides qui sont sécrétés en même temps que l'insuline. Je passe.
Donc là, c'est une slide de conclusion pour vous montrer un peu tout ce qui est en ce moment dans les cartons des industriels, à la fois en phase 2 en bleu et en phase 3 en vert. Voilà. Je peux me couper. Merci. Merci beaucoup, Marc. Quelle histoire passionnante, hein. Quand on voit le cheminement du tout début pour arriver avec des médicaments, finalement, plus d'un siècle, entre le début de la découverte jusqu'à vraiment une approche. 2022, homologation par la FDA du tirzepatide. Très bien. 120 ans de recherche. Ouais. Et merci au monstre de Gila. Je retiendrai ça aussi quand même. Le peut-être mal nommé, finalement. Très bien. Alors, déjà, des internautes n'ont pas tardé à réagir, avec des questions très pertinentes tout de même, hein, de biologie. Comment le GLP-1 agit-il au niveau cellulaire pour stimuler la sécrétion d'insuline? Alors, il va falloir que je retrouve une slide. Peut-être que... Je crois avoir préparé. Ah, oui. Voilà. Les incrétines, donc, vous l'avez compris, ce sont des hormones qui sont produites par l'intestin et qui vont agir pour avoir un effet pondéral, donc responsable d'une perte de poids. En fin de compte, on a appris qu'elles déclenchent au niveau du cerveau un signal de satiété. On arrête de manger parce qu'on pense que l'estomac est plein. Il est d'ailleurs montré qu'il inhibe la vidange gastrique, c'est-à-dire que les aliments restent un peu plus longtemps dans l'estomac. Et en fin de compte, le GLP-1, je vous l'ai dit, il est sécrété par des cellules intestinales à la partie terminale de l'intestin, grêle et dans le gros intestin. Donc il agit au niveau cérébral. Et d'ailleurs, on a montré en injectant du GLP-1 chez des rats, dans le cerveau, qu'ils s'arrêtaient de manger. Donc, et cela parce que dans le cerveau se trouvent des neurones qui ont à leur surface des récepteurs du GLP-1. Donc les hormones incrétines qui circulent agissent au niveau cérébral. On a pu montrer que le GLP-1 stimule un nerf qui s'appelle le nerf vague, qui remonte jusque dans la moelle épinière, dont les neurones se trouvent dans la moelle épinière, et cela va même jusqu'au niveau du cerveau, dans une région qui s'appelle l'hypothalamus. Et un chercheur suisse, d'ailleurs, a réussi à démontrer que le gène du récepteur GLP-1 est bien exprimé dans le cerveau. Donc, en résumé, pour répondre à votre question, on a une inhibition de la prise alimentaire qui est provoquée par le fait que l'on puisse prendre une molécule qui agit également au niveau du cerveau. Très bien. Alors, une deuxième question qui s'en rapproche, même si vous avez précisé un certain nombre de points, mais peut-être cet internaute veut encore avancer un petit peu. Sur quelle avancée majeure ces recherches sur le GLP-1 se sont-elles basées? Alors, tout d'abord, chez des expériences chez le chien. Oui. Chez le chien, mais je pense que les deux avancées majeures qui ont réellement fait avancer la recherche sur les incrétines, donc sur ces hormones intestinales qui stimulent la sécrétion d'insuline par le pancréas, c'est d'abord les dosages radio-immunologiques. Il fallait avoir des outils à un moment donné pour comprendre que l'insuline augmentait dans le sang sous l'effet de ces substances. Donc, c'est les fameux dosages radio-immunologiques, cet outil de mesure. Et ensuite, la biologie moléculaire. Parce que tant qu'on n'avait pas isolé le gène qui code pour le proglucagon, on ne pouvait pas comprendre que cette fameuse protéine précurseur donnait à la fois le glucagon et ces deux peptides que sont justement le GLP-1 et le GLP-2. D'accord. Alors voilà, Lisa, peut-être qu'en régie, il y a des internautes qui ont posé d'autres questions. Oui, merci, tout à fait. J'ai une question de Julie. Est-ce que le GLP-1 pourrait intervenir de près ou de loin dans la prise en charge du diabète? Alors oui, puisqu'on a des médicaments antidiabétiques qui sont basés sur le GLP-1. Là, je vous ai parlé à la fois du diabète et de l'obésité. L'iraglutide est un médicament antidiabétique. Le sémaglutide, dont je vous ai parlé, est un médicament antidiabétique. Et cette recherche a bénéficié aux deux pathologies, à la fois la maladie diabétique, le diabète de type 2, et à la fois dans l'obésité. Donc on a, si vous voulez, des molécules agonistes du récepteur GLP-1 qui font double emploi. On a travaillé sur le diabète, on a trouvé de nouveaux antidiabétiques, et en le donnant à des patients diabétiques, on s'est rendu compte que finalement, ils perdaient du poids. Et c'est pour ça que finalement, ça s'est
ça a aussi profité aux gens en situation d'obésité. Je comprends un peu la question de l'internaute, parce que c'est quelque part une déviation de l'indication originelle. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, dans la presse, on a beaucoup parlé. Hein, ça peut intriguer les gens d'utiliser un médicament qui n'est pas fait pour, parce qu'il y a des antécédents un peu fâcheux de cette... En effet. Voilà. Et ce qui fait que ça interpelle toujours les gens, et peut-être à juste titre. Lisa, encore une question? On a encore un peu de temps. J'ai une question de Rebecca, qui vous remercie pour votre présentation d'ailleurs. Est-ce que le GLP-1 a un effet sur le métabolisme des lipides et sur le tissu adipeux? Excellente question. Alors, il faut savoir que je vous ai parlé de l'effet incrétine, donc de la stimulation par le pancréas d'insuline sous l'effet de ces hormones. Mais il faut savoir que finalement, ce sont différents aliments qui sont responsables de l'effet incrétine. Certes, tout cela a été focalisé sur le glucose, mais même les protéines, même les lipides peuvent stimuler la sécrétion d'insuline. Donc l'effet incrétine, certes, a été développé pour contrer le diabète, pour contrer l'obésité, mais physiologiquement parlant, l'effet incrétine repose finalement sur le fait que des aliments arrivent de l'estomac dans l'intestin et que c'est en particulier le glucose, mais pas seulement le glucose. Très bien. On a peut-être encore une question? J'ai une question de Réjeanne. Est-ce que la prise du GLP-1 remplace celle de l'insuline? Je vais laisser parler peut-être notre ami pharmacologue sur ces questions. Alors il faudrait la réponse d'un clinicien certainement, mais les effets sont différents et le GLP-1 va pouvoir stimuler la production d'insuline si celle-ci est possible. Et dans les cas de figure où, notamment dans des diabètes devenus insulino-requérants ou des diabètes qui sont d'emblée insulino-dépendants, la sécrétion d'insuline ne se fait pas normalement et ne sera pas augmentée par l'utilisation d'un agoniste ou d'un analogue des GLP-1. D'accord. Donc ça, c'est pour quelques patients, mais certainement pas pour tous. Voilà. D'accord. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir passer à Dominique. J'ai une dernière question, celle d'Alexandre. Est-ce que les patients reprennent du poids à l'arrêt du traitement et est-ce qu'il y a des effets secondaires connus? Je vais en parler. Alors, je vais peut-être, dans ce cas-là, directement aller à... Et rapidement, je pense que Dominique va largement aborder ce sujet. Bien sûr. On pourra peut-être en discuter à la fin ensemble, puisqu'on a quelques minutes sur le programme. D'accord, Lisa? Voilà. Suivant. Très bien, merci. Donc, voilà, Dominique. Donc, le mot analogue a déjà été un peu évoqué dans la communication précédente. Voilà maintenant un peu ces analogues GLP-1, game changer dans l'obésité. Et au-delà, 3 petits points. Là, c'est un peu le mystère. Merci, Dominique. Suspense. Donc, on va reprendre certains éléments qui ont déjà été préalablement évoqués par Marc Gosselin, mais en se focalisant beaucoup plus sur la pathologie et obésité, d'une part, et sur les effets de ces médicaments dans le contexte de l'obésité. Alors, il faut peut-être rappeler un petit peu les choses en préambule. Qu'est-ce que la maladie obésité, puisqu'aujourd'hui, c'est considéré comme une pathologie. Il y a des publications à la fois de réseaux de cliniciens spécialistes, mais aussi des publications internationales qui démontrent, ou en tout cas qui militent pour que cette maladie soit intégrée réellement comme une pathologie. D'abord, c'est fréquent. En France, sur des données de 2020, en moyenne, il y a plus de 17% de sujets obèses, c'est-à-dire des personnes qui ont un index de masse corporelle supérieur à 30. Si on prend notre région, Nord-Pas-de-Calais, dont on connaît bien l'ensemble des signaux d'alarme en termes de santé, eh bien c'est plus de 20 à 22% des sujets de notre région qui sont obèses. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'obésité, c'est une maladie compliquée qui évolue sur le long terme avec des phases précliniques, des phases cliniques et puis surtout des phases de complications avec de nombreuses comorbidités, notamment, alors on ne va pas toutes les citer, mais vous savez que parmi les comorbidités, il peut y avoir le diabète, on en a déjà parlé. Il y a surtout l'ensemble des complications cardiovasculaires qui non seulement en font la morbidité, voire la mortalité dans certaines circonstances. Alors les collègues cliniciens qui prennent en charge depuis très longtemps déjà les patients obèses ont quelques ressources thérapeutiques à disposition qui sont de niveau d'efficacité fort variable. Il reste difficile de ne pas envisager une partie du traitement de l'obésité par le biais de la nutrition. Néanmoins, on sait très bien que même les régimes les mieux conduits ne permettent qu'une perte parfois limitée de poids et de manière pas forcément très durable.
L'activité physique doit être encouragée, mais chez les patients très obèses, on peut comprendre aussi que cette activité physique puisse être limitée simplement par la difficulté de mobiliser les articulations lors de l'exercice. Et puis, une approche qui reste fondamentale et qui reste nécessaire chez la plupart de ces patients, c'est l'approche psychologique et comportementale, notamment avec aujourd'hui des outils qui aident à une prise en charge du comportement alimentaire de manière plus globale et qui permettent d'aider les patients notamment à percevoir les signaux physiologiques de satiété. Deuxième grand cadre de traitement, mais qui est cette fois-ci un peu plus radical, c'est la chirurgie bariatrique avec différentes techniques qui sont disponibles. Mais cette chirurgie n'est pas faite pour tous et d'autre part est elle-même grevée d'une certaine morbidité, voire même de mortalité. Même si ça reste relativement rare, c'est quand même une complication possible d'un acte chirurgical qui est parfois difficile. Et puis finalement, l'histoire a vu passer et s'égrener un grand nombre de médicaments dont on a retenu le nom de quelques-uns par les scandales qui leur ont été associés en termes d'effets indésirables, et la crainte toujours qu'un nouveau médicament de l'obésité puisse être porteur d'effets indésirables initialement peu ou pas connus et qui amènent éventuellement à des catastrophes à grande échelle, d'autant plus que parfois il peut y avoir une dérive d'usage, et j'y reviendrai, avec ces médicaments de l'obésité qui sont pris, reçus, ou en tout cas éventuellement consommés pour simplement perdre quelques kilos pour aller sur la plage l'été. Et là, certainement, dans ce contexte, les analogues du GLP-1, comme on nous les a présentés précédemment, constituent vraisemblablement une véritable révolution. Alors si on revient de manière un peu plus précise sur l'effet, sur le poids des patients de ces médicaments, alors je vais introduire une notion sur deux termes dont l'un est banni habituellement en pharmacologie, qui sont les termes d'un côté d'effets secondaires et de l'autre côté d'effets indésirables. L'effet indésirable, vous comprenez que c'est quelque chose que personne ne désire voir survenir. En pharmacologie, l'effet secondaire peut exister quand, à partir d'une classe de molécules, on observe cette fois un effet secondaire, puisqu'il est collatéral, dirons-nous, mais qu'il permet d'induire un effet thérapeutique ou un effet intéressant. Et bien finalement, les agonistes GLP-1 pour l'obésité ont été découverts à partir d'un effet secondaire observé dans le traitement du diabète. Et cet effet secondaire, c'était de constater la perte de poids chez les patients. Alors, si on prend les trois principaux médicaments qui sont aujourd'hui à disposition, le premier, liraglutide, à une posologie de 3 mg, permet en moyenne une perte de poids de 6%. C'était la première fois, finalement, qu'un médicament permettait d'obtenir une perte de poids aussi franche et surtout durable, en tout cas tant que le traitement est maintenu. Le sémaglutide, qui a d'abord été utilisé largement dans le diabète de type 2, à une posologie de 1,2 mg, eh bien, montre cette fois, lorsque la posologie est plus élevée, à 2,4 mg, eh bien, un effet encore plus important sur la perte de poids, avec environ une perte de poids de 15%. Et puis l'un des derniers, le tirzépatide, dont on a expliqué précédemment qu'il était à la fois un analogue du GLP-1, mais aussi un analogue ou un agoniste du GIP, eh bien le tirzépatide, en fonction de la posologie qui est utilisée, 5, 10 ou 15 mg, permet, lui, notamment à 15 mg, une perte de poids pouvant aller jusqu'à 20% du poids initial des patients. C'est pas tout de perdre du poids, c'est presque un jeu de mots ici, de dire c'est pas tout de perdre du poids, puisqu'on a un collègue, le professeur Patou, qui s'occupe de chirurgie de l'obésité. Ce n'est pas tout que de perdre le poids, il faut encore que cette perte de poids soit associée à une réduction de la morbimortalité associée à cette maladie obésité. Et en effet, plusieurs études, dont celle qui est présentée ici sur la diapositive, ont permis de montrer que ces médicaments, en l'occurrence dans l'exemple le sémaglutide, permettaient de réduire le risque de récidive d'un événement cardiovasculaire chez les patients qui le recevaient, avec une étude faite chez plus de 17 000 patients, surtout des hommes, d'âge moyen 62 ans environ, et une réduction du risque vasculaire de 20%, ce qui est très important pour ce type de traitement.
Depuis, de nombreuses autres études ont été publiées, montrant notamment dans plusieurs études l'effet de ces traitements sur l'insuffisance cardiaque, notamment une forme d'insuffisance cardiaque un peu particulière qui s'appelle l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée. C'est-à-dire le cœur pompe encore, mais de manière un peu inefficace, alors même que le volume pompé reste normal. C'est aussi un médicament qui a des effets de protection sur le tissu rénal, avec la réduction de la sévérité de l'insuffisance rénale dans un certain nombre de situations, etc. C'est encore à écrire, ça s'écrit encore, mais globalement, ce n'est pas que le poids, c'est aussi l'ensemble des complications liées à l'obésité qui sont prévenues ou réduites. Alors, un mauvais jeu de mots, sans doute encore, un petit écueil pour le poids des patients, mais pas pour les deniers publics, pas peut-être pour les deniers des laboratoires, puisque, comme ça a été posé il y a quelques minutes, effectivement, l'interruption de ces traitements conduisent à la reprise du poids, ou quasiment à la reprise de l'intégralité du poids. Peut-être y a-t-il encore, après quelques semaines, une petite différence de 5% de poids entre les patients recevant le traitement et ceux ne le recevant plus. Néanmoins, quel que soit le médicament, quel que soit l'analogue GLP-1, l'arrêt du traitement conduit à la reprise de poids. La question est de savoir si, actuellement, s'il y a en parallèle une réaugmentation du risque, notamment cardiovasculaire, mais il faudra des études d'un peu plus longue haleine pour pouvoir répondre à cette question. Alors peut-être que cette reprise de poids, l'arrêt du traitement, et l'arrêt du traitement, il peut y avoir plein de raisons, soit des effets indésirables dont on va parler dans un instant, soit un problème d'accès à ces médicaments. Et aujourd'hui, il y a déjà des problèmes d'accès à ce médicament avec un coût qui peut être élevé et pas forcément pris en charge par les autorités de santé. En l'occurrence, par exemple, aux États-Unis, bon nombre de ces traitements ne sont pris en charge que dans le cadre d'assurances privées. La perte d'accès aux médicaments ou l'arrêt du médicament pour diverses raisons s'associe donc à la perte de poids. Et ça pourrait être un argument pour dire que chez un certain nombre de patients, plutôt que de penser aux médicaments, il faudrait questionner l'intérêt, l'avantage éventuel de la chirurgie. Peut-être, mais la chirurgie, là encore, comme je l'ai dit précédemment, n'est pas faite aujourd'hui pour tout le monde. Et par ailleurs, vous imaginez bien qu'une partie des techniques utilisées sont des techniques assez radicales et définitives qui, elles, ne permettent pas forcément un retour en arrière. Alors si on parle des inconvénients, à nouveau, au-delà de la reprise de poids à l'arrêt, il y a les effets indésirables. Certain nombre d'effets indésirables qui restent sous surveillance puisque finalement, comme on l'a dit précédemment, ces médicaments sont utilisés depuis peu, en dehors des essais cliniques en tout cas, et il faudra sans doute du temps pour connaître un peu plus précisément l'ensemble des effets indésirables qui pourraient survenir du fait d'une utilisation prolongée de ces traitements, puisque, sauf preuve du contraire, lorsque un patient commence à recevoir ces traitements, ce sera pour plusieurs mois, si ce n'est probablement pour plusieurs années. Alors, différentes catégories, des événements indésirables qui sont fréquents et souvent peu graves, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas graves qu'ils ne sont pas désagréables, notamment les nausées et vomissements qui peuvent être importants, les troubles digestifs de manière globale. On en a parlé tout à l'heure, un effet sur le vidage de l'estomac, un ralentissement de la vidange gastrique, mais aussi un ralentissement un peu plus global de l'ensemble de l'intestin, avec un certain nombre de complications des plus bénignes. La constipation a des complications plus rares, mais plus sévères et plus graves, comme des tableaux d'occlusion intestinale. D'autres choses diverses et variées qui sont plus difficiles à expliquer. Néanmoins, sur ces effets indésirables fréquents, non graves, mais parfois gênants, ils conduisent, on pense qu'ils conduisent à peu près 10% de l'arrêt de la prise de ces médicaments à la demande des patients. Quelques effets indésirables par définition plus rares, mais aussi malheureusement plus graves, ce qui est assez fréquemment le cas en pharmacologie et en termes de médicaments. Les effets les plus rares sont malheureusement aussi fréquemment des effets graves. On signale en particulier des réactions anaphylactiques. C'est un peptide contre lequel notre organisme et notre système immunitaire peut réagir, à l'encontre duquel il peut réagir par la synthèse d'anticorps ou par la médiation de différents mécanismes d'anaphylaxie.
L'aggravation des rétinopathies chez les patients diabétiques, donc c'est sans doute une mesure de précaution à mettre dans la balance au moment de la prescription. Des choses comme des pancréatites aiguës, donc des tableaux qui peuvent être sévères avec un certain degré de mortalité, malheureusement. Des pathologies autour du complexe de la vésicule biliaire et des voies biliaires, dont les patients obèses font déjà les frais indépendamment de tout traitement. Et je l'ai dit précédemment, des tableaux d'occlusion intestinale. Alors, quelques signaux rapportés au Centre de pharmacovigilance, tant à l'échelle française qu'à l'échelle européenne et mondiale. Un doute sur les cancers thyroïdiens, mais bon, ce doute est peut-être en passe d'être levé, en particulier sur les cancers médulaires de la thyroïde. Des craintes toujours, mais ça, c'est le fruit des traitements précédents sur le risque en termes suicidaires, mais là encore, un certain nombre d'analyses récentes semblent assez rassurantes. Par contre, le ralentissement de la vidange gastrique est une source potentielle de complications en péropératoire chez les patients qui doivent être opérés, avec des risques d'inhalation, c'est-à-dire d'absorption du liquide digestif au niveau pulmonaire, avec des tableaux d'infections pulmonaires qui peuvent être sévères. Et puis sont discutées un certain nombre d'atteintes ophtalmologiques et paradoxalement des atteintes dont on pourrait penser que le traitement les améliore, avec des papiers par exemple sur le glaucome, et puis d'autres atteintes peut-être rétiniennes qui seraient aggravées, voire qui surviendraient à l'occasion de ces traitements chroniques. Et puis, prudence, il y a aussi un risque aujourd'hui, démontré d'ailleurs, qui est particulièrement surveillé, de mésusage, c'est-à-dire de prescription du médicament pour une mauvaise raison, ou pire encore, de détournement d'usage. Cette fois-ci, c'est une approche frauduleuse qui va jusqu'à la rédaction de fausses ordonnances pour obtenir dans les pharmacies ce médicament qui est vanté sur les réseaux sociaux comme étant susceptible de permettre de perdre quelques kilos pour améliorer sa silhouette estivale. Alors, quels effets au-delà de l'obésité ? Vous voyez ce titre du numéro de fin d'année ou de début d'année de Sciences Médecine du Monde, Obésité, diabète, Alzheimer, les GLP-1, espoir de l'année. En effet, ces derniers mois ont été publiés un certain nombre de travaux dans différents domaines fort éloignés de celui de l'obésité. Je vous ai déjà parlé d'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, laissons ça de côté. Il y a eu plusieurs publications dans des maladies neuropsychiatriques, notamment neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson. En particulier, un réseau français de recherche qui a publié une très belle étude dans la maladie de Parkinson. Des études publiées sur un effet potentiel dans la maladie d'Alzheimer, plus récemment dans la dépression. Et puis, dans un champ assez proche, celui de l'addiction, avec des bénéfices potentiels pour limiter l'addiction à l'alcool, au tabac, et plus récemment à d'autres stupéfiants comme la cocaïne, par exemple. Et puis, enfin, toute une liste de pathologies diverses qui peut-être ont pour point commun d'avoir un support inflammatoire, que ce soit l'asthme, la bronchite chronique obstructive ou encore des maladies cutanées comme le psoriasis. La question aujourd'hui, quelle est la part spécifique et sur quelle cible ces médicaments agissent pour obtenir une si grande variété d'effets ? Rappelons quand même qu'il n'y a pas de médicament universel, il n'y a pas de panacée aujourd'hui qui permettent de traiter toutes les maladies. Donc il faut rester prudent, continuer la recherche pour affiner finalement la mesure à la fois des effets et de l'intérêt de ces traitements dans diverses pathologies. Donc en conclusion, clairement, ces analogues GLP-1 introduisent un nouveau paradigme dans la prise en charge de l'obésité. Ce sont des médicaments efficaces, mais qui restent à intégrer dans une prise en charge globale des patients. Leur intérêt potentiel semble aller bien au-delà de l'obésité et des maladies métaboliques en général. Et enfin, il faut toujours rester prudent, notamment lorsque les médicaments sont assez nouveaux, et savoir regarder, déclarer les effets indésirables qui pourraient survenir à plus long terme. Et puis, un message de prudence aussi, n'écoutez pas ce que certains influenceurs racontent sur les réseaux sociaux. Les médicaments sont faits pour soigner, pas pour améliorer sa silhouette. Merci beaucoup Dominique pour cette clarté. Je comprends que vous puissiez parler un petit peu quand même de révolution,
même si on était prudent en mentionnant les effets indésirables, qu'on découvrira peut-être par la suite l'importance des cohortes, des réseaux nationaux, internationaux, pour essayer peut-être de trouver quelques signaux qui pourraient être alarmants. Puis on se méfie toujours un peu des médicaments qui a autant d'indications pourraient à la fin... Bon, l'expérience médicale fait qu'on est peut-être un peu vigilant. Alors, je vois que, évidemment, les internets ont réagi avec ces ouvertures, notamment. Néanmoins, en parlant d'efficacité, un internaute dit « Si un patient ne perd pas de poids avec un analogue du GLP-1, cela signifie-t-il forcément qu'il ne suit pas correctement son traitement ?» Alors, un pharmacologue, c'est oui, une bonne question. Quand un médicament ne fonctionne pas, la première question à se poser, c'est de savoir si le patient le prend. Il peut y avoir effectivement des problèmes d'observance. En fait, il se trouve qu'avec les analogues GLP-1, en dépit d'une prise régulière du produit, il y a un pourcentage de patients qui ne sont pas répondeurs. Et chez ces patients non répondeurs, on conseille d'interrompre évidemment le traitement et de changer de molécule, voire de changer de stratégie thérapeutique. Donc il y a effectivement des non-répondeurs dont il est difficile de prévoir à l'avance qui le sera ou pas, répondeur au traitement, et dont on ne connaît pas précisément les mécanismes de cette non-réponse ou diminution rapide de la réponse, comme on peut le voir parfois avec d'autres médicaments. Alors, si je peux compléter un peu la question, sur le plan personnel, on a vu les courbes. On a l'impression qu'après un certain nombre de mois, il y a un plateau après. Tu as parlé de 15%, mais ceux qui sont très obèses, qui devraient perdre beaucoup, beaucoup plus que les 15%, il y a une raison qui explique un peu ce plateau d'effet, finalement. 15%, c'est bien, c'est formidable, mais alors, 15%, un pourcentage, sera d'autant plus important, la masse absolue perdue d'un sujet très obèse qui a des obésités morbides à plus de 50 IMC avec des poids incroyables, la perte de poids est quand même plus que très significative. Mais effectivement, il y a un effet plateau qui est probablement lié à des mécanismes de régulation de ces hormones et de ces médicaments sur les récepteurs et sur la production possiblement de voies de régulation, ou l'activation de voies de régulation qui en limitent les effets. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions. Une deuxième, je pense que j'imagine la réponse, mais est-ce que les médicaments GLP-1 suffisent à eux seuls pour guérir définitivement l'obésité ? Bon, d'abord, on a vu que ça ne guérit pas de l'obésité. Ça permet de traiter le poids et de limiter le poids et de prévenir les complications cardiovasculaires. Si la maladie obésité est installée de longue date, probablement que déjà des complications auront été rapportées ou seront notées par les collègues cliniciens et les patients. Et ces complications ne vont pas disparaître. On va juste peut-être en limiter l'aggravation ultérieure ou le poids sur la bimortalité ultérieure. Mais il n'y a pas de guérison de l'obésité. Et puis on a vu que si on arrête le traitement, eh bien, ça repart comme c'était précédemment. D'accord. Alors, Lisa, je suppose qu'il y a beaucoup de questions de la part de nos internautes. Tout à fait. Tout d'abord, on va commencer avec Isabelle. Actuellement, sous Trulicity, est-ce que le GLP-1 est plus puissant ? Ça, c'est une bonne question. Si on regarde les études, ça fait partie des médicaments qui ont effectivement un degré d'effet important. Maintenant, le cas individuel versus les données des essais et la perte de poids moyen, j'ai rappelé les pertes de poids moyen sur la plupart des médicaments. La cible reste celle qui a été affichée. Une autre question, Lisa. Oui, j'ai une question de Mathias. Est-ce que l'effet sur les addictions pourrait être lié à un effet sur le circuit de la récompense en lien avec la faim ? Alors ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, sur les quelques études qui se sont intéressées à l'addiction, on n'a pas ce type de réponse, notamment parce que beaucoup de ces études concernent des patients qui ont une addiction, mais qui sont des patients fort hétérogènes, avec des modalités de recrutement qui ne sont pas optimales par rapport à ce qu'on fait habituellement en recherche clinique. Mais quand on regarde les effets centraux, entre guillemets, de ces analogues, en particulier sur des récepteurs qui sont liés à la satiété, il n'est pas impossible qu'il y ait aussi des récepteurs de ces molécules sur d'autres structures cérébrales.
qui soit elle impliquée dans d'autres circuits, le cas échéant dans le circuit de la récompense, et qu'on puisse avoir par ce biais-là un effet favorable. Mais là encore, ce sont des hypothèses, il n'y a aucune certitude, et les travaux actuellement disponibles ne permettent pas de répondre totalement à cette question. J'ai une autre question de Coralie. Qui doit-on contacter pour déclarer des effets indésirables sur un traitement GLP-1 ? Alors, quel que soit le traitement, vous pouvez contacter soit le service de pharmacovigilance de votre région. Donc à Lille, c'est le CRPV, Centre régional de pharmacovigilance, qui est situé au CHU de Lille. Sinon, vous pouvez aussi directement sur le site de l'ANSM faire une déclaration d'effets indésirables avec quelques clics et quelques notes rapportées sur le site de l'ANSM, et vous êtes ensuite recontacté le plus souvent par le Centre régional de pharmacovigilance de votre lieu d'habitation. ANSM, donc bien ANSM.fr. Voilà. J'ai une question de Clémence. Alors là, peut-être que la question devrait être posée plutôt à un médecin, mais peut-être qu'il y aura des éléments de réponse. Est-ce qu'il est possible de prendre ce traitement avec un diabète de type 1 et une IMC à 35 ? Alors, là, il faudrait voir les collègues spécialistes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'indication diabète, ça n'a pas a priori beaucoup d'intérêt. Sur les indications actuelles de ces médicaments, l'IMC à 35 fait partie de l'indication de telle ou telle de ces molécules. Là, comme ça, je ne pourrais pas vous affirmer si la coexistence d'un diabète insulinodépendant est une indication ou pas. Ça n'est pas certain. Le mieux est contacter un diabétologue qui pourra répondre plus précisément à cette question. J'ai une question d'Anne. Le coût très élevé de ces traitements, justement, comment imaginer la gestion de l'obésité par l'assurance maladie ? Peut-être à vous deux de répondre. Oui. Marc, et puis après Dominique, donnera ton point de vue. Si ma mémoire est bonne, je crois que le coût de production d'un anti-GLP-1, d'un agoniste analogue du GLP-1, c'est quelque chose comme $5. Et le prix public aux États-Unis de l'Ozempic en tant que médicament antidiabétique est de $350. Ça vous donne une idée de la marge. Voilà. Peut-être une précision sur la question précédente. Il faut savoir que les anti-GLP-1 marchent moins bien chez les patients qui sont en situation d'obésité, mais pas avec un poids extraordinairement élevé, comme chez ceux donc, qui ont un IMC plus faible, comme chez ceux qui sont diabétiques de type 2, de surcroît, comme ceux qui ont déjà été traités par un autre anti-GLP-1, antérieurement par un GLP-1. Donc on voit que les choses ne sont pas simples. Si on revient sur les coûts, il y a des discussions actuellement entre notre État et la plupart des laboratoires qui commercialisent ces molécules pour discuter des modalités de prise en charge et du prix de ces médicaments. Bon, clairement, un jour, il est quand même très probable que la plupart de ces laboratoires reviendront à des niveaux de prix plus raisonnables, en tout cas en Europe, au regard du nombre de patients qui sont potentiellement à traiter ou qui pourraient éventuellement recevoir ces traitements, et au regard des contraintes financières des différents États, et ce par ailleurs, sachant qu'il y a d'autres domaines du soin où là les coûts sont encore beaucoup plus élevés que ceux annoncés avec ces molécules, et que si on veut soigner un peu tout correctement, il faut bien prioriser et ou avoir des discussions un peu serrées. Voilà. Ces médicaments peuvent aussi diminuer les coûts indirects de la pathologie en elle-même, qu'il faut tout de même prendre aussi en considération, mais ça c'est plus une gestion à moyen, voire à long terme, difficile à appréhender. Les autorités qui décident des prix, des modalités de remboursement, examinent notamment des études dites médico-économiques qui vont non pas seulement mesurer l'efficacité des produits, des médicaments, mais aussi les impacts indirects financiers sur le fait qu'il y ait moins de complications, que les patients sont moins hospitalisés, que les ressources médicales dans leur ensemble sont moins utilisées lorsque tel ou tel médicament est prescrit dans une pathologie donnée. Oui. Voilà. Ça répond peut-être à la question d'Emmanuel qui disait justement est-ce que c'est la reprise du poids à l'arrêt du traitement qui limite le remboursement des GLP-1 ?
Non, c'est pas la reprise, c'est justement la crainte de devoir investir sur du très très long terme. Et donc, proposer un médicament dont on sait que son intérêt thérapeutique, a priori, ne sera maintenu que si le traitement est maintenu sur du long terme, avec un traitement qui éventuellement est discuté à des niveaux de prix élevés, eh bien, l'impact sur le système économique de la santé à 5 ans, 10 ans, 20 ans peut être majeur et donc renforcer ou en tout cas rendre prudent les autorités pour valider le prix et le remboursement de tels produits. Lisa, encore ? Oui, j'ai une question de Réjeanne. Elle a bénéficié d'un bypass gastrique il y a 10 ans. Elle a repris beaucoup de poids. Est-ce que ce traitement peut-il être bénéfique dans ce contexte ? Alors, sur les patients qui ont déjà fait l'objet d'une chirurgie bariatrique, la question, notamment s'ils ont repris beaucoup de poids, pourrait se poser. Mais là encore, c'est vraiment une question à poser à un spécialiste de l'obésité et de la chirurgie bariatrique. En parallèle de ça, il y a certainement encore beaucoup d'études à faire, non seulement pour savoir quelle est précisément la place de la chirurgie versus la place du traitement médicamenteux, pour savoir effectivement si pour certains patients il ne faut pas associer à la fois la chirurgie et le traitement médicamenteux, ou si de manière séquentielle il ne faut pas utiliser le médicament, la chirurgie puis le médicament, ou inversement, en fonction de diverses situations. Il y a beaucoup de questions qui restent encore sans réponse. Il faut bien se rendre compte que finalement l'utilisation de ces médicaments dans l'obésité, c'est tout récent. Les essais, là, ce sont ces dernières années. Les indications, notamment en Europe et aux États-Unis, de ces médicaments dans l'indication d'obésité sont des choses qui sont récentes, qui ne sont pas encore, notamment en France, définitivement formalisées. L'écueil à éviter aussi, c'est peut-être que ces médicaments, la facilité, de fait, après, moins d'hygiène, de soigner l'hygiène de vie, l'activité physique, la prise en charge psychologique et comportementale doit être associée à toutes les étapes. Et on voit toujours un petit danger de la pilule miracle. C'est pour ça que les collègues cliniciens spécialistes de la prise en charge de l'obésité insistent que c'est un élément d'une prise en charge globale des patients. J'avais cité la nutrition, l'activité physique, les approches comportementales, les médicaments. C'est un maillon d'une chaîne beaucoup plus importante de soins d'une pathologie dont les complications sont bien au-delà simplement du problème de poids. Y a-t-il encore des questions, que ce soit pour Marc ou Dominique ? Oui, j'ai une question pour Marc. Comment fonctionne la médecine de précision et quels sont les liens avec les agonistes GLP-1 ? Alors, si je peux avoir de nouveau mon PowerPoint à l'écran, je vais peut-être pouvoir répondre à cette question. Nous avons entreaperçu le monstre de Gila. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. C'est une salamandre, voilà. presque. La médecine de précision, donc, ce qu'on appelle la médecine de précision, c'est donc une approche personnalisée en fonction du profil du patient. Et en effet, dans le cadre des interventions pharmacologiques contre l'obésité, donc qu'on fait le traitement basé sur le GLP-1, on peut imaginer qu'on puisse avoir de très très grandes cohortes de patients afin d'analyser et de collecter des données de génétique, d'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de certains facteurs, notamment environnementaux, comportementaux, sur la génétique, et de génomique, c'est-à-dire le fonctionnement même des gènes. Donc on peut imaginer collecter tout ça, analyser tout ça, notamment avec l'IA, pour essayer de comprendre quels sont à la fois les patients le plus à même de bénéficier de ces traitements, comme d'ailleurs ceux les plus à même de développer des effets secondaires que vous venez de mentionner. Et donc il faut savoir que, on l'a dit, les effets indésirables, les plus courants en tout cas, les nausées, les vomissements, les diarrhées, ça touche environ 60% des patients. Donc si on pouvait, par la génétique, par l'épigénétique, par la génomique, bref, par la collecte d'un ensemble de données recueillies auprès de milliers de patients, avoir une
petite idée, ne serait-ce qu'une petite idée de ceux qui sont les plus susceptibles de développer ces effets indésirables, alors vraiment indésirables, on pourrait peut-être éviter de le donner ou en tout cas de réduire les doses, d'espacer les doses, que sais-je. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et ça a été très bien dit, c'est que 10 à 15% des personnes qui étaient dans les essais cliniques ne répondent pas aux sémaglutides, aux tirzépatides, et donc sont, comme cela a été parfaitement dit, non-répondeurs. Et on peut même aller jusqu'à dire, alors ça c'était dans les essais cliniques, mais dans la vraie vie, hein, in real life, on peut en déduire qu'à peu près un tiers des personnes sont considérées en surpoids ou en obésité ne répondent pas forcément à ces analogues du GLP-1. En plus, l'obésité, ça a été dit et redit, c'est une maladie très hétérogène, très complexe, multifactorielle. Et comme je l'ai dit, un poids faible au départ, ce qui revient à dire un IMC de départ plus faible, ou des patients qui ont été antérieurement exposés à un de ces médicaments, ou des gens qui sont diabétiques de type 2, eh ben, auront globalement, en moyenne, moins tendance à répondre à ces médicaments. Et en plus de ça, sur le plan génétique, il est possible, ce n'est pas encore démontré, que des mutations de perte de fonction, c'est-à-dire où le gène fonctionne mal ou peu, je parle du gène sur lequel agit la molécule GLP-1, donc du fameux récepteur GLP-1, on peut imaginer que des mutations, et on a des indications qui montrent que c'est vraiment le cas, pourraient affecter à la fois sur l'expression même du récepteur et donc sur la cascade biochimique qui en découle une fois que le médicament tape sur ces cellules, sur la cellule cible, ou bien tout simplement qu'il a beau taper sur la cellule, il se produit quelque chose, mais finalement, ça n'aboutit pas au résultat escompté à l'intérieur même de la cellule, ce qu'on appelle la transduction du signal, qui peut être donc modifiée. Donc oui, la médecine de précision peut peut-être, à terme, je dis bien à terme, prédire la réponse du patient à un traitement basé sur le GLP-1 ou au moins à essayer de déterminer si la personne en question risque d'avoir des effets secondaires. Amélie Bonnefond nous manque beaucoup pour ces approches spécifiquement génétiques, puisque c'est un des thèmes majeurs de leur unité de recherche. Avant de conclure, encore des questions, Lisa ? 2 questions, donc une pour Dominique d'Isabelle. Est-ce qu'on peut demander à son docteur de nous prescrire le GLP-1 à la place de notre traitement actuel ? Et cela, ça se combine avec une autre question. Pourquoi ce traitement n'est pas donné à toutes les personnes en situation d'obésité ? Alors, premièrement, demander à son docteur, uniquement si c'est un spécialiste de l'obésité, un endocrinologue, puisque aujourd'hui, les autorités françaises ont décidé que cette prescription se ferait de manière limitée par l'intermédiaire d'un spécialiste de ces pathologies et de la prise en charge des patients obèses. Deuxièmement, pourquoi pas pour tous ? Bien parce qu'on vient de le dire, d'abord, ça ne marche pas chez tous les patients, et que ça s'intègre dans une prise en charge globale beaucoup plus large, et qu'en fonction de critères très divers, qui sont des critères médicaux, d'existence ou non de complications de l'obésité, du niveau de surpoids, eh bien, les praticiens qui prennent en charge ces patients décideront avec le patient de la meilleure stratégie thérapeutique à mettre en place, dont les agonistes GLP-1 sont un élément de la stratégie, mais ne sont pas l'ensemble, ni l'alpha et l'oméga de la prise en charge de cette pathologie. La dernière. J'ai une autre question d'Emeraude. Ne pensez-vous pas que l'éducation à l'hygiène de vie dès le plus jeune âge et la diminution de consommation d'aliments transformés ne pourraient pas faire l'objet de programmes dans l'éducation nationale et au sein des programmes des études médicales ? C'est pas que les études médicales, hein, c'est tout le monde. Alors j'avais été co-auteur d'une tribune dans Le Monde que je vous invite à relire sur le fait que le médicament n'est pas la seule réponse à apporter à un problème qui est un problème aussi de société. C'est-à-dire que pour diverses raisons, l'offre alimentaire qui pourtant est fort diverse n'est pas forcément accessible à tous. C'est-à-dire qu'il y a un problème socio-économique qui peut expliquer parfois l'accès à des aliments de mauvaise qualité avec un surrisque éventuel d'obésité. Et puis les habitudes de vie au quotidien qui favorisent ou privilégient l'utilisation d'aliments ultra transformés sont aussi des éléments délétères
en ce qui concerne la prise de poids et ses diverses complications. Donc oui, c'est une vraie question, mais qui n'est pas une question médicale, c'est une question de société. C'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait collectivement pour que l'accès à une alimentation diversifiée soit possible pour tous, dans les meilleures conditions, et comment on fait aussi pour limiter les produits de mauvaise qualité qui ont un impact délétère sur la santé. Voilà. C'est une réponse qui est sociale, sociétale, politique, et qui dépasse largement le cadre de la médecine. Très bien, merci. J'ai une question de Justine. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de systématiquement tenter une prise en charge diététique et comportementale avant de pouvoir accéder à ces traitements, un peu comme pour les chirurgies bariatriques? Alors en principe, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est uniquement dans le cas de l'échec complet d'une prise en charge nutritionnelle et comportementale que ces traitements sont envisagés, ils ne sont pas ou rarement envisagés d'emblée. En tout cas, en général, ça fait partie d'un itinéraire de prise en charge des patients qui inclut d'abord la prise en charge nutritionnelle. Merci. J'ai une question de Jean. Comment allier prise en charge globale et prescription des GLP-1 ? Quelles sont vos recommandations ? Oui. Alors, nous ne pouvons pas nous substituer aux recommandations qui sont formulées par des autorités comme la Haute Autorité de Santé, par exemple, qui décrit dans un certain nombre de documents les modalités de prise en charge. Il y a eu un rapport qui a été commis par les collègues spécialistes français sur la prise en charge globale de l'obésité, avec un nouveau rapport qui a été rendu il y a quelques jours. Et si vous regardez les informations nationales dans les jours à venir, il semblerait que notre ministre de la Santé indique de nouveaux éléments sur la prise en charge de l'obésité en France. C'est annoncé dans les jours qui viennent. Et quant à la définition de l'obésité clinique et les critères diagnostiques, je vous invite à lire le dernier billet de blog qui est sorti hier soir sur le blog Le diabète dans tous ses états. Très bien. J'ai une question de Réjeanne. Est-ce que c'est une erreur de voir ce traitement comme une aide à la gestion de l'addiction à la nourriture plutôt que comme un moyen de perdre miraculeusement du poids ? Alors, addiction, comportement et nutrition, ce sont des choses qui sont complexes à intégrer évidemment dans la prise en charge de certains patients. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas réduire la pathologie de l'obésité à une simple addiction alimentaire. Voilà, je pense que l'ensemble des collègues spécialistes décrivent très bien que cette pathologie, ça n'est pas qu'une pathologie de « je mange trop ». Il y a des facteurs génétiques. Alors, si Amélie Bonnefond avait été là, elle aurait exprimé le pourcentage de patients obèses qui, en fait, le sont du fait d'altérations génétiques, soit monogéniques, soit polygéniques. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui clairement établi. On n'est pas égaux face au risque d'obésité. Il y a l'environnement et la qualité de la nutrition auquel on peut avoir accès. Et puis, il y a effectivement le comportement alimentaire, mais c'est une dimension surajoutée qui n'est d'ailleurs pas forcément l'initiative de l'obésité, mais parfois une complication aussi à plus long terme. Merci. J'ai une question de Clémence. Est-ce qu'il y a une interaction avec les antidépresseurs anxiolytiques méthylphénitate et y a-t-il un effet psychostimulant ? Alors, dans les interactions médicamenteuses, pas grand-chose n'est décrit aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication formelle à l'utilisation de ces médicaments avec les antidépresseurs ou les benzodiazépines. Bon, le méthylphénidate, c'est un traitement qui est utilisé dans des circonstances très particulières, soit chez l'enfant dans les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, aujourd'hui aussi dans les formes adultes de cette pathologie, mais avec des conditions de prescription qui sont quand même draconiennes et très suivies. Et finalement, ce n'est pas un vrai problème dans le cadre de l'obésité qui, elle, en revanche, est très fréquente. Si j'ai une question pour Marc, qu'est devenue la sécrétine, la première hormone découverte en 1902 dont vous parliez au début de votre présentation ? Comme quoi, oui, en effet. Alors la sécrétine, finalement, on va pratiquement plus en entendre parler. La sécrétine, si ma mémoire est bonne, on va séquencer la sécrétine et l'isoler en 1961 au Karolinska Institute à Stockholm. Alors la sécrétine,
stimule la sécrétion du pancréas exocrine, c'est-à-dire qu'elle stimule le fait que le pancréas libère des sucs pancréatiques dans l'intestin. Elle va agir aussi au niveau de la motilité gastrique, c'est-à-dire la contraction de l'estomac. Et donc la sécrétine, qui a de mémoire 27 acides aminés, est une toute petite protéine, mais finalement, ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire que j'ai voulu vous raconter, c'est qu'on est parti en effet de la découverte de cette molécule qui a donné naissance à l'endocrinologie pour pratiquement plus du tout s'en intéresser. Et donc ce n'est que dans les années 60 que ça va un peu intéresser quelques chercheurs en Suède, mais finalement la sécrétine n'a strictement pas du tout le même poids que les hormones incrétines que sont le GIP et le GLP-1. Comme quoi, en recherche, on peut chercher quelque chose, trouver quelque chose, et finalement que cette première pierre à l'édifice nous amène à toute autre chose. Donc on suit un chemin, et puis ce chemin nous amène à vraiment toute autre chose. C'est assez révélateur de la façon dont la recherche fonctionne, de la façon dont la démarche scientifique fonctionne. Ça ne veut pas dire du tout que la sécrétine ne sert à rien, loin de là, mais en tout cas pas du tout comme un médicament. Merci Marc. J'ai une toute dernière question, on terminera. Comment le GLP-1 agit-il sur le cerveau? Alors c'est ce que j'ai essayé de montrer sur cette diapositive que je vous ai déjà présentée. Alors, je vous ai parlé du nerf vague, qui est un nerf qui va du tube digestif et qui remonte jusqu'à des amas de cellules, des noyaux qui se trouvent dans la moelle épinière, plus exactement dans le tronc cérébral, qui est la partie supérieure de la moelle épinière, entre la moelle épinière proprement dite et le cerveau. Et on voit que ces hormones donc, agissent au niveau de ce qu'on appelle le 3e et le 4e ventricule. Ce sont des endroits remplis de liquide céphalorachidien. Et on voit aussi donc, que ces hormones agissent à la fois en périphérie, c'est-à-dire au niveau de l'intestin, au niveau du pancréas, au niveau même du foie, au niveau de l'estomac, comme on l'a dit, dans la mesure où ça inhibe la vidange gastrique, mais donc aussi au niveau de l'hypothalamus. Et surtout, ce que je voudrais vous expliquer très brièvement, parce que c'est horriblement compliqué, on a donc le GLP-1 qui, sur la cellule pancréatique sécrétrice d'insuline, va agir dans un premier temps au niveau de ce qu'on appelle son récepteur, qui est une structure qui se trouve sur la membrane externe de la cellule. Ce récepteur est couplé, c'est-à-dire qu'il fonctionne de concert avec une protéine qui s'appelle la protéine G, qui, lorsqu'elle est activée, va entraîner l'activation d'une autre protéine. Il y a une cascade qui est la protéine kinase A, la PKA, et cela entraîne une augmentation de la concentration en ion calcium dans la cellule, et c'est finalement cette augmentation du flux calcique intracellulaire qui va déclencher la sécrétion d'insuline. Vous voyez, ça peut être très compliqué. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps de clore ce live Facebook Égide Presidiab. Merci aux internautes pour leur participation, pour la pertinence de leurs questions. Ouais. Merci aux intervenants, Marc Gosselin et Dominique Deplanque. Rappelons pour Marc le blog Le diabète dans tous ses états. C'est très important, les blogs. Évidemment, nous allons remercier les tutelles, l'Université de Lille, l'UFR3S pour unité de formation et de recherche dans les sciences du sport et de la santé, le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur de Lille et le CHU de Lille, j'ai oublié personne, et bien sûr les associations de patients qui jouent toujours un rôle majeur, la Fédération française des diabétiques et la Société francophone du diabète. Bien sûr, ce live pourra être revu par tout le monde en replay. Merci aussi à toi, Lisa, et merci à la technique, sans qui nous n'aurions pas pu travailler. Merci et bonne fin d'après-midi.